Je pense que tu as l'habitude, tu es une femme de spectacle, femme de lumière. Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexis Eve et toutes les 2 semaines, je discute avec un entrepreneur qui pose pendant quelques minutes son costume de super-héros. Aujourd'hui, j'interviewe Laurence Grandcola, fondatrice de la société MySésame. Via une approche de formation, MySésame accompagne les grandes entreprises et les fonds d'investissement à allier performance business et impact social et environnemental. Dans cet épisode, Laurence explore un dilemme bien présent dans le monde de l'entrepreneuriat. Suis-je obligé de choisir entre la vitesse de développement de ma boîte et mon équilibre de vie ? Si je ne bosse pas les week-ends et que j'ai choisi de ne pas lever de fonds, ai-je encore le droit de m'asseoir à la table des cool kids de la Startup Nation ? C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et Laurence a totalement joué le jeu en abordant des sujets qui sont parfois encore en cours de réflexion. Je vous laisse avec ma discussion avec Laurence et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laurence. Bonjour. Ravi de t'accueillir sur ce nouvel épisode du podcast Yaniro dans, et je le répète parce qu'on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, les meilleures conditions possibles parce qu'on est sur ton canapé, on est bien, on vient de boire un petit café et on est prêt à commencer l'interview. Donc tu es fondatrice de MySésame. Je ne vais pas me risquer à présenter MySésame parce que je suis sûr que ça évolue à la vitesse de la lumière. Et est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ce que fait MySésame maintenant ? Oui, alors MySésame, du coup, c'est une entreprise que j'ai montée il y a 3 ans maintenant et qui accompagne plutôt des grandes entreprises, mais aussi des fonds d'investissement à aller vers des modèles de business qui vont allier à la fois de la performance, de la rentabilité et puis un impact social et environnemental. Et on le fait comment ? On le fait pas par une approche de conseil, on le fait par une approche de formation. On va former les dirigeants et les managers à voir que ces nouveaux business qui ont de l'impact encore une fois positif sur la société, sur l'environnement, sont possibles. Et on va leur former en leur donnant du contenu, en les connectant à une plateforme de gens qui font déjà, c'est-à-dire des startups à impact, d'autres entreprises qui sont déjà pionnières dans ce champ-là. Et puis, on va aider aussi ces dirigeants et ces managers à passer à l'action parce que finalement, ça fait 10, 15, 20, 25 ans qu'ils évoluent dans un monde où le business, c'est une chose, mais tout ce qui est du ressort de l'engagement et de l'impact, c'est autre chose. Et nous, on veut les emmener dans la réconciliation. Donc, on le fait par la formation qui peut être soit présentielle, soit digitale. Depuis peu, on a développé un outil digital qui nous permet de le faire. Voilà. Et donc, on a accompagné... depuis la création, à peu près 4000 dirigeants et managers de plutôt grandes entreprises. Voilà. Donc, en plus, à titre personnel, tout ce qui est impact social, c'est quelque chose que tu connais bien, parce qu'on en parlait juste avant l'interview. Tu as monté une ONG ? J'ai monté une ONG il y a une 12aine d'années, quand je suis sortie d'école, où j'ai pas du tout choisi la voie de l'entrepreneuriat social à l'époque, puisque j'ai décidé de faire du conseil en stratégie chez Bain. Et donc, pour répondre à ma quête de sens, j'ai monté une ONG qui a eu 10 ans de programme au Togo, et qui depuis 3-4 ans a des programmes, qui a eu 10 ans de programme en Mongolie, et qui a depuis 3-4 ans des programmes au Togo. Voilà. Et donc pour finir un petit peu sur le portrait robot, je dirais, de MySésame à l'heure actuelle, tu l'as dit, vous avez à peu près 3 ans, vous êtes une dizaine de collaborateurs, oui. Toutes et tous très engagés sur l'impact social, donc les deux pieds dans l'ESS. Et donc aujourd'hui, de quoi est-ce que tu avais envie qu'on parle ? Quelle est la discussion que nous allons avoir maintenant ? J'avais envie qu'on parle d'un sujet qui, moi, me travaille et que je n'ai pas encore tout à fait résolu. Alors, je me dis que si pour moi, c'est un sujet complexe, ça doit être sûrement le cas pour d'autres entrepreneurs, qui est celui du tiraillement entre l'ambition que je donne à ma boîte et l'ambition que l'écosystème startup me pousse à donner à ma boîte, qui n'est pas forcément la même chose. Et puis, l'énergie, le temps, la capacité de travail que j'ai envie d'y mettre par rapport à qui je suis. C'est-à-dire que je suis effectivement une entrepreneur, mais pas que. Alors, moi, je suis tout excité parce que c'est peut-être un de mes sujets préférés sur les grandes questions très tabous dans l'entrepreneuriat et dans le milieu start-up, encore plus que dans l'entrepreneuriat, qui recouvre plein de sous-questions, de l'équilibre entre le temps qu'on passe sur son projet et le temps qu'on passe ailleurs, pour soi-même, avec sa famille, amis, à construire d'autres choses, et aussi la question de la culture start-up. Je voudrais en profiter, avant de te laisser nous en dire un petit peu plus, pour vous partager une phrase que moi j'ai très souvent en tête, qui, je pense, résume énormément de choses sur la question de la culture start-up. Il y a un chercheur qui a vulgarisé la notion de culture dans des mots que je trouve très très puissants. La culture, c'est l'ensemble de règles de comportement que l'on est censé suivre dans un groupe sous peine d'en être exclu. C'est ça la culture.
Et ça fait un peu réfléchir sur qu'est-ce qu'on nous demande de faire indirectement dans le milieu startup. Donc, finalement, effectivement, ce tiraillement, comment tu le décrirais, toi, ce tiraillement au quotidien, sans le théoriser pour toi? Où est-ce qu'il se joue, ce tiraillement? Il se joue en tout cas systématiquement, et vraiment systématiquement, quand je suis avec d'autres entrepreneurs. Parce que, et il se trouve que j'ai été lauréate du réseau Entreprendre, donc j'ai eu l'occasion d'évoluer dans une communauté d'entrepreneurs. Il se trouve que j'ai aussi, parce que j'ai fait une école de commerce et que j'ai plein de copains qui, au bout de 10 ans après HEC, ont décidé de devenir entrepreneurs. Donc, aussi bien dans mon milieu perso que dans le cadre des réseaux d'entrepreneurs dans lesquels j'ai été accompagnée, je suis fréquemment avec des entrepreneurs. Et systématiquement, quand je suis avec les entrepreneurs autour de moi, je sens cette déconnexion entre moi qui effectivement, je suis mère de famille, j'attends un 3e enfant, j'ai pas une grosse capacité de travail en termes d'horaire, ça a toujours été le cas. Je suis très efficace pendant les journées, mais moi, à 19h, 19h30, je suis cramée. Je déteste bosser le week-end. Pour moi, allumer un ordi le week-end, c'est synonyme de cafard. Donc voilà, j'ai jamais travaillé le week-end, même quand j'étais consultante chez Bain, je devais être la tire au flanc de service, mais voilà. Et donc, voilà, j'ai des horaires un peu limités. Bon, en plus, le matin, j'arrive pas très tôt non plus, parce que, encore une fois, j'ai mes enfants. Enfin, donc, j'ai un peu des journées de fonctionnaire, on pourrait dire. Et puis, forcément, ça a un impact à un moment sur le rythme de développement de ma boîte, notamment parce que je suis seule associée, fondatrice aujourd'hui. Les 3/4 du temps, j'ai l'impression que ça me va bien. Parce que c'est vraiment cet équilibre de vie pro, vie perso, où j'ai besoin de passer du temps avec mon mec, passer du temps avec mes enfants, passer du temps avec ma famille, faire d'autres choses, faire des expos, dessiner, des restos, avoir une vie, quoi. C'est important pour moi. Mais les 25% du temps où je suis avec des entrepreneurs qui vont plus vite, qui lèvent des fonds, qui me rappellent quand même que effectivement j'ai 3000 idées dans les cartons que je développe pas parce que ma boîte se développe au rythme où elle se développe, c'est-à-dire au chiffre d'affaires, et avec le temps qu'on y passe, l'équipe et moi, parce que je transmets aussi du coup mon rythme à mon équipe. Hein. Forcément, je vais pas leur demander de bosser jusqu'à 22h tous les soirs et tous les week-ends si moi je suis barrée à 19h. Et là, ces 25% de temps, je me retrouve face à la fois ce que j'ai envie de projeter en fait, qui est de dire, mais moi aussi, j'ai envie d'être la successful entrepreneur où tout le monde se dit, waouh, vous êtes déjà 25, waouh, t'as levé 2,5 millions. Ben non, en fait, nous, on est 10 et j'ai levé 0. Voilà. Donc, c'est un peu ça mon tiraillement, et c'est dans ces moments-là qu'il s'exprime, c'est quand je suis face à d'autres entrepreneurs. Et question peut-être un petit peu provoque, un petit peu naïve. Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas cet écart avec les entrepreneurs, parce que bon, ça c'est on peut jouer un petit peu le relativisme, le bisounours, mais c'est une réalité que à l'heure actuelle, dans le milieu entrepreneurial français, on existe à travers les levées de fonds, les exits. Enfin, c'est très, très, très codifié. Enfin, ce qu'on va te demander tout de suite, c'est « Ah ouais, vous avez levé ? Ok, attends, vous êtes combien ?» D'ailleurs, ce que je n'ai pas manqué de faire. Là, on t'a présenté avec combien de temps vous existez, combien vous êtes, etc. S'il n'y avait pas cette pression, je dirais, des pairs sur l'entrepreneuriat, est-ce que tu penses que tu aurais quand même, d'une autre manière ou sur d'autres aspects, au fond de toi, cette espèce de tiraillement de la vitesse, de la frénésie, de l'ambition, etc. Oui, je pense qu'il est vraiment exacerbé par la culture start-up. Et effectivement, dans ce sujet des levées de fonds, je fais un micro aparté, mais il est très juste. Moi, et d'ailleurs, je l'ai remonté au réseau Entreprendre, parce qu'on a des déjeuners avec d'autres entrepreneurs en mode club tous les mois. C'est hyper riche. Sauf qu'au bout de 3, 4, 5 déjeuners, tout le monde a commencé à lever. Et moi, je faisais partie des 2 boîtes sur les 10 à pas lever. Et donc, en fait, j'étais un peu déconnectée des sujets. Parce que quand on lève, du coup, on recrute vachement plus de profils parce qu'on crame un peu du cash. Enfin, du coup, j'étais plus dans les mêmes niveaux de conversation et j'avais plus les mêmes enjeux. Donc, c'était moins riche pour moi. Parenthèse refermée sur la levée de fonds, mais très clairement, c'était le cœur des discussions, quoi. Voilà, donc le tiraillement, il est clairement exacerbé par la confrontation avec d'autres entrepreneurs et cette culture start-up, encore une fois, qui nous pousse à être dans ce rythme, cette accélération. C'est le start-upper, c'est celui qui bosse nuit et jour, etc. Pour autant, je pense que je l'aurai quand même, parce qu'il y a quand même certains moments où moi-même, j'ai une espèce de souffle où je me dis, mais on va pas assez vite, notamment parce qu'on est sur un sujet d'impact, de transformation des économies. Et de temps en temps, quand je vois l'aberration des modèles économiques des boîtes, de certains de nos clients, où je me dis, mais c'est pas possible qu'on soit encore là, et à quoi on sert, et il faut vraiment qu'on aille plus vite. Donc, je pense que ce tiraillement de la vitesse, je l'aurai pour ça,
pour la question d'impact, et je pense que je l'aurai aussi pour une deuxième raison, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement impatient dans la vie. Donc ça va de toute façon jamais assez vite. Et puis surtout, moi, je suis quelqu'un qui a des idées que j'ai envie de développer, mais une fois que j'ai l'idée, ça me fait un peu chier de la développer. Donc de toute façon, j'ai toujours l'impression que ça va jamais assez vite. J'ai toujours envie d'être dans le truc nouveau. Mais enfin, il faut déjà délivrer ce qu'on a commencé à imaginer le mois d'avant. Donc voilà, je pense que j'aurais quand même ce tiraillement, même s'il n'y avait pas la confrontation, mais il est exacerbé. Ce qu'on peut préciser, alors je ne trahirai pas des données confidentielles, mais c'est que pour les auditeurs, les auditrices qui se posent la question, le développement organique du coup de MySesame est très bon par ailleurs. Enfin, c'est une question de vitesse et pas de performance. Oui, c'est sûr, c'est une question de vitesse, oui, parce qu'on a fait x2, là, on a doublé notre premier exercice la deuxième année, on est rentable, on a du coup cette petite équipe d'une dizaine de personnes. Bon, on a des objectifs de faire encore x2 cette année, donc bon, je sais pas si on va y arriver, hein, notamment parce que moi, comme partant en congé maternité, mais bon, j'ai toute confiance dans mon équipe du coup pour faire sans moi. On les salue, on a confiance en vous. Voilà, exactement, mais je suis pas du tout inquiète. Et oui, donc effectivement, et c'est souvent ce que mon écosystème proche, pour le coup, mon mari, certains amis, etc., me disent, mais attendez, tu génères du chiffre, tu es rentable, tu te développes de façon, tu crées de la valeur, puisqu'on est vraiment sur une vraie création de valeur, tu crées de l'impact en parallèle, c'est super, ouais, mais il y a un bout de moi qui est quand même pas satisfait du schmilblick. Alors, et si ça te va, on va regarder aussi un petit peu de l'autre côté, parce que qui dit tiraillement dit qu'il y a deux forces, pas forcément, qui ne sont pas si bien, qui s'opposent, en tout cas qui se regardent un petit peu en chien de faïence. Donc il y a d'un côté, effectivement, peut-être une forme d'impatience, une envie de vitesse, la pression des pairs, tout un tas de choses. Et de l'autre côté, donc, ton intention très ferme et très affichée de dire, voilà, moi je ne peux pas et je ne veux pas, de toute façon, travailler tout le temps, tout sacrifier, lever des fonds, enfin il y a tout ce monde-là, et celui-là, d'où il te vient, finalement? Cette volonté d'équilibre, Oui, tu veux dire ? oui. Bah, je trouve que la vie est quand même super riche et j'adore mon boulot parce que je l'ai créé, je l'ai fait. En plus, je te le disais un petit peu avant le début de l'entretien. Moi, je suis pas entrepreneur pour être entrepreneur. Je suis entrepreneur parce que le sujet sur lequel j'ai monté ma boîte me passionne. Transformer l'économie pour la rendre plus vertueuse pour notre planète, pour nos enfants, etc. Donc, j'adore ce que je fais, mais ça reste quand même un niveau d'enrichissement, il y en a plein d'autres en fait. Et c'est vrai que moi, je me suis un peu découvert aussi mère. J'aimais bien les enfants, en avoir, mais enfin, c'était pas vraiment un sujet de passion. Maintenant que j'en ai, je trouve que c'est vraiment très très cool. Et puis je trouve que c'est surtout un domaine où on apprend sur soi, parce qu'on apprend beaucoup sur soi dans l'entrepreneuriat. Certes, mais honnêtement, la parentalité, moi, m'a appris énormément de choses sur moi, et je trouve que c'est un champ de challenge de qui on est qui est fabuleux, parce que ça nous met énormément en difficulté en fait d'être parents et d'être des bons parents, enfin en tout cas dans tout ce qui est, en plus moi je baigne un peu dans le sujet de la parentalité bienveillante, la communication, donc tout ce sujet là c'est assez challenging, mais donc du coup c'est assez intéressant, donc je trouve ça absolument génial. Moi il se trouve que je suis très proche de ma famille, j'aime bien mon mec aussi, enfin voilà, je trouve qu'il y a plein de choses dans la vie qui méritent de passer du temps. Je trouve qu'on vit dans une ville magnifique, on a accès à une culture. Enfin, je trouverais ça très dommage de me couper de tout ça. Et puis, en plus, pour le coup, j'ai une certitude qui dépasse le monde de l'entrepreneuriat, qui est qu'on travaille beaucoup trop pour faire des trucs qui ont une valeur ajoutée assez naze, et qui est absolument pas perçu d'ailleurs par ses parties prenantes, et pas perçu par ses clients, etc. Moi, il y a un truc que Bain, pour le coup, m'a appris et m'a transmis, c'est le 80-20, c'est-à-dire vraiment travailler sur la qualité perçue et pas forcément sur la qualité réelle. Et je suis convaincue qu'on travaille beaucoup trop, et moi, je suis assez hallucinée de voir comme les gens se tuent au boulot, quoi. Et moi, c'est pas du tout mon modèle, ça l'était pas dans le salariat et ça l'est pas du tout dans l'entrepreneuriat. Et cette intention, donc, parce que effectivement, quand on est salarié, je ne vais pas dire ça se fait un peu mécaniquement, mais ça se fait un petit peu mécaniquement, c'est-à-dire quand même, je le dis, en gros, si on a envie de privilégier, ou en tout cas de mettre une part importante à sa vie personnelle, on le fait et on s'arrange pour le faire. C'est d'ailleurs assez intéressant que tu aies pu le faire dans le milieu du conseil, qui n'est pas réputé pour être tendre sur l'équilibre vie pro vie perso. Mais effectivement, il n'y a pas de problème, c'est des choses qui se gèrent. Dans l'entrepreneuriat, il y a des choix beaucoup plus conscients à faire, parce que fatalement, si on se dit ok, je veux garder un peu ou beaucoup, ou faire un équilibre sur tout ce qui n'est pas ma boîte,
ça va avoir, enfin, il va y avoir des questions qui vont se poser de type est-ce que du coup il faut que je embauche pour pas faire tout seul et donc ça veut dire qu'il faut que je fasse rentrer de l'argent, est-ce que je lève pas, enfin, il y a toute une série d'embranchements, qu'on le veuille ou non, qui vont conditionner cet équilibre. Et on n'est pas juste en train de choisir où est-ce qu'on met le curseur, pour peu qu'on puisse le faire aussi facilement que ça dans le salariat. Et ça, est-ce que tu dirais que t'es partie relativement consciente de ça en disant bon allez ça y est je monte ma boîte, de toute façon j'avais déjà fait une ONG avant donc lancer des projets je sais un peu ce que c'est et dans mon cahier des charges un peu conscient il y a ça et au moment où il y a des choix à faire t'as ce petit A4 quelque part dans ta tête qui guide, ou alors ça s'est fait juste naturellement parce que ton intention est celle-là avant quoi qu'il advienne. Bah, je pense que ça s'est fait, c'est plus qu'une intention. C'est-à-dire que moi, vraiment, j'ai pas le choix. Je peux pas être sur un autre équilibre. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. J'y arriverai pas, je serais cramée. Je pense que ce serait mauvais et pour moi, et pour la boîte, et pour tout le monde. Donc, ça se fait presque naturellement parce que forcé. Après, là où je te rejoins, c'est que d'abord, ça ralentit, je pense, le rythme de développement de la boîte quand même. Et c'est aussi pour ça que je me suis beaucoup dit il faut que je trouve un associé parce que du coup je vais doubler ma capacité de travail, non pas en travaillant 2 fois plus mais en ayant quelqu'un qui fait le même job que moi. Et comme problème de je peux pas recruter un mec qui bosse depuis 15 ans, j'ai pas les moyens aujourd'hui de recruter ça dans la boîte et de le payer, je vais l'associer, je vais lui filer des parts de la boîte de façon assez significative. Bon, il se trouve que j'ai pas trouvé, mais est-ce que je voulais vraiment trouver, enfin ça c'est encore une autre question. Mais donc je pense qu'il y a quand même une question aujourd'hui où moi je bénéficie entre guillemets d'une situation qui facilite aussi les choses, une double situation. D'abord, je suis mal payée dans ma boîte et je suis une des plus mal payées. Et ça ne me dérange pas pour 2 raisons. La première, c'est que pour moi, la valeur de qui je suis ne se traduit pas du tout par le montant de ma feuille de paye. Et ça, parce qu'entre Bain et MySesame, j'ai dirigé un réseau d'entrepreneurs sociaux qui s'appelle Ashoka en France. Et quand je suis passée de Bain, où je gagnais très très bien ma vie, à Ashoka, j'ai déjà divisé mon salaire par 3. Et ça n'a pas eu d'impact sur la perception de la valeur que j'avais moi-même vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis des autres. Donc pour moi, c'est pas un critère de la valeur de qui je suis, ma feuille de paye. Donc, je suis assez à l'aise à être mal payée. Et il se trouve que c'est aussi parce que mon mari gagne bien sa vie et que du coup, ça n'a pas impacté tellement mon mode de vie perso. Donc ça, je pense que c'est quand même un peu un cas particulier qui n'est pas donné à tous les entrepreneurs. D'abord, donc, pour vivre de façon cool, je n'ai pas forcément besoin que ma boîte me paye des milliers et des cents. Et je ne fais pas non plus un projet entrepreneurial pour gagner des millions. Bon, évidemment, si dans quelques années, on revend la boîte, on fait un exit pour à la fois changer d'échelle, avoir de l'impact, et qu'accessoirement, on fait un peu de pognon, c'est très bien. Mais ce n'est pas mon objectif. Et je pense que cette problématique aussi du cash, elle est une vraie problématique pour des entrepreneurs qui veulent un peu lever le pied et du coup qui sont obligés de se tourner vers des levées parce que sinon ils s'en sortent pas. C'est-à-dire que l'équation je travaille pas comme un malade, en même temps je génère pas suffisamment de chiffres mais je fais pas de levée, enfin il y a un moment voilà. Et nous on a quand même fait un peu le choix dans l'équipe et je pense que ça commence aussi un peu à tirailler. Les salaires sont quand même pas élevés. Donc je pense que les gens commencent à trouver que il va falloir qu'on augmente un peu le niveau des salaires. Ouais, mais alors à ce moment-là, il faut bosser plus. Ou alors, il faut lever des fonds. Mais est-ce qu'on a un modèle, d'ailleurs, où on fait de la prestation de service? Est-ce que ça s'adapte très bien à la levée de fonds? Je ne suis pas sûre. Enfin, ça a d'autres implications. Et je ne suis pas sûre que mon équipe est complètement consciente aussi qu'à un moment, va falloir toucher à un des points de l'équation. Soit il va falloir plus bosser, soit il va falloir trouver un moyen de lever des fonds, soit on va avoir du mal à toucher au salaire. Enfin, voilà. Le triptyque... Si ça te va, j'aimerais bien faire un petit aparté sur ce que tu dis, et j'aimerais bien t'entendre là-dessus, sur ce qui est un peu de l'ordre du paradoxe et du tiraillement inhérent à l'entrepreneuriat social et solidaire. Parce que qui dit impact dit nécessairement il faut que la boîte ait une capacité d'impact, ce qui se traduit aussi par la puissance, la taille, la vélocité de la boîte en tant que telle. Dans un raccourci qui se fait beaucoup, on peut considérer que dans l'entrepreneuriat social, tout ce qui est de l'ordre d'une forme de capitalisme, d'argent, c'est presque sale, c'est presque tabou. Et là, effectivement, vous êtes en plein dedans, parce qu'à titre individuel, effectivement, dans une vie qui est la tienne, tu l'as dit, sur tes valeurs, bon, combien tu gagnes, tu t'en cognes un petit peu, et puis tu as de toute façon la vie que tu as envie d'avoir, quel que soit, entre guillemets, le niveau salaire.
Tu soulèves effectivement le fait que tes collaborateurs vont mettre en avant le fait que les salaires sont assez bas et que toi, tu as un peu envie de redire, OK, on peut en discuter tous ensemble, mais à un moment donné, il va bien falloir qu'il se passe quelque chose parce que là, on n'est pas dans ce setup-là. Pour toi, c'est quelque chose que tu vois beaucoup, que tu ressens beaucoup en tant que boîte de l'ESS ou Oui, et moi je trouve que, alors pour le coup, pour nous, l'argent n'est pas du tout sale. Et d'ailleurs, on travaille pas mal avec de fonds d'investissement classiques qu'on essaye d'emmener sur des stratégies d'accompagnement de leur boîte en portefeuille vers de l'impact. Donc pour moi, il faut vraiment faire évoluer le capitalisme. Et il y a un capitalisme vertueux, donc j'ai aucun problème. Et nous, on a une SAS. C'était très clair dès le début, moi, que je voulais qu'on soit une structure capitalistique pour que on soit nous-mêmes l'incarnation de ce qu'on prône. C'est-à-dire que business et impact peuvent aller ensemble. Donc je suis très à l'aise avec l'économie, le capitalisme, etc. En revanche, là où effectivement c'est pas extrêmement simple non plus, c'est que on est quand même sur des modèles où on va arbitrer certaines décisions business vis-à-vis de l'impact. Donc il y a des trucs qu'on va pas vendre parce que franchement ça sert à rien en termes d'impact, même si ça génère du chiffre. Donc c'est là où cette double rentabilité que cherchent les structures de l'ESS complexifie le sujet, premier point. Deuxième point, moi je suis assez atterrée et je suis énervée même que dans ma boîte, on paye encore pas assez bien. Et je suis atterrée de voir comment ça paye dans l'ESS. Parce qu'on ne paye pas bien, pas très bien dans l'absolu, mais on n'est pas du tout les moins bien disants du secteur. Et moi, je voudrais qu'on paye comme dans l'univers de l'entrepreneuriat classique. Très vaste question, ça. Voilà, mais c'est dramatique. Et même des grosses boîtes qui ont des structures qui portent les projets d'intrapreneuriat social, d'innovation sociale, etc., recrutent à des salaires qui sont hyper bas. Et je suis un petit peu atterrée. Et ça, c'était une discussion qu'on avait déjà chez Ashoka, de dire, mais il faut qu'on arrive, si on veut que ce secteur boom, si on veut que ce secteur soit en capacité d'avoir l'impact qu'on a envie qu'il ait, de payer correctement les gens. Surtout que moi, j'ai des profils, parce que les jeunes générations changent, veulent du sens, de l'impact. J'ai des profils extrêmement capés, qui viennent de grandes écoles, qui sont des gens incroyables et qui font quand même du coup un vrai sacrifice de salaire, qui sont hyper engagés parce qu'elles sont passionnées. Je dis elles, on a beaucoup de femmes, mais j'ai aussi 2 garçons dans l'équipe. Ils sont tous passionnés par le boulot, donc ils comptent pas leurs heures, même si on reste dans une structure évidemment où on a fait le choix de pas bosser jour et nuit. Voilà, donc ce truc-là est un vrai problème sectoriel. C'est un vrai problème sectoriel. Et ce qui est très drôle pour être un peu dans le côté les fractales, tout est dans tout, c'est que la question un peu du tiraillement que tu nous apportes de OK, j'ai envie de faire quelque chose qui a de l'impact, j'ai envie de préserver aussi la vie en tant que telle, donc pas que ma boîte dedans, mais il y a une petite voix dans ma tête qui me dit ça pourrait aller plus vite, ça pourrait aller ceci, qui est un sujet de fondatrice, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est très inhérent à monter un projet soi-même. On peut le retrouver d'une manière un peu différente dans un monde de salariat où tu peux te dire, voilà, mon boulot a un sens de dingue, c'est super, par contre, je suis mal payé. Et te dire, j'ai un tiraillement de me dire, est-ce que je ne devrais pas bosser plus pour gagner plus, etc. C'est un peu étonnant de voir qu'on le retrouve à ces deux niveaux. Ouais, c'est sûr. Et alors, pour revenir donc à cette question du tiraillement, on va aller un petit cran plus loin. Dans la vie au quotidien, pour toi, dans ta vie de fondatrice, où est-ce que ça se joue de manière très concrète ? Quand est-ce que ce qui est une question de fond qui tourne dans ta tête vient avoir un impact sur ta vie et sur ta boîte ? C'est pas évident parce qu'en fait, je pense que ça se joue tous les jours. Si, je pense que quand on lance un nouveau projet, là, je te disais en introduction, on a travaillé depuis 1 an sur un outil digital pour à la fois démultiplier notre impact et changer un peu de business model, puisque nous, on vend de la formation en présentiel. Donc, chaque fois qu'on vend une presta, il faut être là physiquement pour accompagner nos clients via des workshops et via des formations pour les faire shifter. On s'est dit, on va développer un outil digital qui va nous permettre de toucher pas quelques milliers de salariés, mais des dizaines de milliers de salariés, donc impact social. Et puis accessoirement, presse-bouton, enfin ça c'est ma vision un peu simpliste du digital. Tu as un produit, tu achètes une licence, stop, ling ling, ça tombe dans la caisse. Donc double impact business, impact sociétal. Ce projet-là, qui est pour moi un peu un projet de développement de la boîte, et j'ai un peu envie qu'il tire la boîte en 2019, je pensais le sortir mi-2018. Ça aurait peut-être été le cas si j'avais passé plus de temps, notamment avec la personne dans l'équipe qui a travaillé sur le sujet.
Mais ce temps, je l'ai pas. Enfin, ma journée, elle s'arrête à l'heure où elle s'arrête. Et donc, à un moment, je pense qu'il y a vraiment une question de temps et d'engagement. Et en même temps, à la fois, ça me tiraille. Et puis, en même temps, je vais être très franche. Quand je passe la porte de chez moi, j'oublie un peu quand même fréquemment Maï Sésame et tout cet univers. Enfin, c'est assez rare que ça me pollue le week-end. Alors, je me remets dedans le lundi matin. Alors là, en revanche, je suis full speed et quand je suis dans mes journées de boulot, j'ai du mal à penser à autre chose. Mais alors, c'est vrai que quand je rentre le soir chez moi ou le week-end, et ben, mine de rien, ça reste pas mal au pas de la porte. Alors, je sais pas si c'est normal, mais... Ah, mais alors, qu'est-ce qui... ça, c'est quand même un sacré super pouvoir parce qu'il y en a plein qui effectivement se débattent plus que ça là-dedans. C'est quelque chose que tu as depuis le début de ta vie de travailleuse. Ouais, je crois. Mais en fait, je pense que c'est parce que, encore une fois, j'ai une conviction intime que ça changerait pas grand-chose si j'y passais le week-end. Et c'est notamment d'ailleurs un truc que mon père m'a transmis, où il y a des moments où dans ma vie pro, chez My Sésame ou ailleurs, je sais plus trop, je me faisais un stress alors que j'étais probablement en vacances loin, pas avec le bon PC, etc. Il était là et à me dire, en fait là, ça va te prendre un temps fou de te reconnecter. T'as pas les bons outils, t'as pas le bon truc, t'es pas dans le bon mindset, t'es pas au bon endroit, t'as pas la bonne mobilisation cérébrale pour un truc lundi matin en 1 heure c'est torché. Ou alors, va d'ailleurs passer 2 heures le dimanche au bureau. Enfin, mais il y a un moment où essayer ça vraiment, quoi. Voilà, essayer de mettre les trucs au mauvais endroit et au mauvais moment. Et c'est assez marrant parce que pour le coup, mon mari est quelqu'un qui bosse beaucoup plus que moi et qui a une capacité de bosser un peu n'importe où. Et moi, c'est presque physique, en fait. Franchement, l'ordi qui s'ouvre le week-end, ça me fout dans une déprime. C'est très bizarre, mais donc... Et encore une fois, je ne crois pas que ça ferait vraiment une différence et je ne crois pas que ce soit vraiment ça le synonyme d'efficacité. Et je dis ça et en même temps, si t'en parlais à mes équipes, ils diraient que je déconnecte très peu. Donc c'est assez bizarre parce que, en revanche, je suis très souvent connectée sur mes mails par le téléphone. D'accord, donc on n'allume pas l'ordi le week-end, par contre le téléphone, il est toujours sur le terrain. Oui, alors peut-être pas le week-end, mais c'est vrai que le soir... et puis, c'est assez marrant parce que tu disais, c'est facile quand on est salarié de s'organiser pour laisser la place à sa vie pro. Bon, modulo d'avoir une boîte de gens complètement horribles. Les injonctions sont peut-être plus complexes quand on est entrepreneur. Moi, en même temps, je trouve que quand on est entrepreneur, on a une liberté de foutre du temps perso quand on veut dans la semaine, qui est quand même génialissime, quoi. Donc on peut et moi c'est un peu ça ma liberté, c'est-à-dire que j'injecte du temps perso parce que si j'ai envie d'aller faire un déj de 2h30 avec quelqu'un que j'ai envie de voir ou d'aller chercher mes enfants à l'école à 4h un jour parce que ça me prend comme ça, j'en sais rien, je le fais et en même temps du coup ça me dérange pas pendant mes vacances de checker mes mails sur mon téléphone à des moments où j'ai décidé de le faire. C'est-à-dire que ce qui me pèse, ce qui me pèserait, c'est de devoir faire les choses à des moments où j'ai pas décidé de le faire. À partir du moment où c'est moi qui me dis bon bah là j'ai 1 heure de trou, je me connecte, je regarde, je check les mecs, je vais débloquer une situation parce que moi ça va me prendre 3 minutes de faire un mail ou de passer un coup de fil, je le fais. Là où je sais que j'ai des salariés par exemple qui en vacances m'ont très clairement dit moi je suis pas comme toi, en vacances je veux pas entendre parler de la boîte et je respecte totalement quoi. Moi je préfère prendre 2 fois plus de vacances et être toujours un peu connecté. Et ça, alors pour faire une petite incartade sur ces sujets, parce que c'est des sujets qui sont compliqués, alors à t'entendre, j'ai l'impression que tu as un 10e dan de maîtrise dans l'équilibre des différentes assiettes chinoises qu'on fait tourner dans la vie, donc c'est super. Il y a la question de la culpabilité. Il y a beaucoup, je pense à des entrepreneurs qu'on rencontre en atelier ou en coaching, qui se posent la question du poids, de dire, vu que je suis dans un environnement qui n'a pas un cadre qui m'est défini, comme c'est le cas d'un emploi salarié, et que c'est mon cadre que je construis, il n'y a pas de cadre. Et du coup, dès que je bosse pas, je me dis, je pourrais bosser, ce qui est vrai, mais à ce compte-là, arrête de dormir et on verra ce qui se passe dans quelques jours. Et ce qui se passe aussi, c'est des fois une perception qu'on peut toujours en faire plus. Ce qui est vrai aussi, de dire je pourrais bosser, je devrais bosser, et pour renforcer ce qu'on se disait au tout début, de toute façon les autres le font. Parce qu'il y a le mythe, qui est des fois malheureusement pas un mythe, de l'entrepreneur qui se brûle corps et âme. Et toi, du coup, je voulais te retourner à la question, vu que tu es très robuste sur tes fondations de ce système de travail. Alors bon, tu te poses des questions et c'est l'objet de cette discussion, mais en tout cas, j'ai l'impression que les barrières sont très claires.
Comment tu, au-delà de la vitesse que tu peux envier, comment est-ce que tu perçois les entrepreneurs qui, eux, te disent qui bossent tout le temps, qui déconnectent jamais, qui bossent 7 jours sur 7, vacances compris? Comment tu les regardes? Sans les nommer, bien sûr. Bien sûr. Mais je pense que je les regarde avec un regard à la fois un peu ambivalent parce que à la fois je me dis non, mais ça doit être trop relou, ça me fait pas du tout rêver parce que franchement bosser nuit et jour. Encore une fois, j'ai un mari qui bosse pas mal et moi vraiment j'ai pas du tout cette capacité puis je trouve ça chiant. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire mais c'est peut-être ça être entrepreneur, c'est peut-être quelques années bosser nuit et jour, on va beaucoup plus vite. Enfin voilà. Et c'est surtout parce que moi, j'arrive pas à faire tout ce que j'ai en tête, forcément, dans le temps que j'y mets, quoi. Donc, du coup, j'ai des idées. Franchement, ça fait 6 mois que j'ai l'idée en tête. Et le truc n'a pas vu le début d'un commencement de jour parce que forcément, déjà, il faut qu'on arrive à délivrer ce qu'on a lancé les 6 mois d'avant, quoi. Donc, non, je pense que... Et puis, chacun, encore une fois, a son rythme et ses capacités. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une histoire aussi de l'entrepreneur. Enfin, je veux pas tomber dans des clichés, mais être entrepreneur à 25 ans quand on est célibataire, un mec célibataire et entrepreneur quand on a 35 ans et qu'on est une femme mère de 2 enfants et qu'il y en a un troisième dans le bidon, c'est pas pareil, quoi. Et moi, je me souviens de mon boss chez Ashoka qui m'avait dit, quand j'attendais mon premier, j'étais du coup chez Ashoka, il m'avait dit, tu verras, les enfants, c'est la meilleure aide à la priorisation au monde. Parce que, in fine, t'as pas le choix. Bon, après, si t'as le choix, si t'as une vision de la parentalité qui n'est pas du tout la mienne et où tu te dis, bon, de toute façon, je les délègue à 200% et je les vois pas et fine, je juge absolument pas. Moi, c'est sûr que j'ai fait des enfants. Déjà, je bosse quand même toute la journée. Je rentre à 7h, 7h30 du soir. C'est pas non plus comme si j'allais chercher à l'école tous les jours. Donc, quand je suis là, quoi. Et le week-end, je suis là aussi, c'est pareil. Donc, voilà. Et en fait, j'ai presque envie de te dire, moi, mes fondamentaux de pourquoi j'y arrive, c'est juste que ma vie telle qu'elle est organisée fait que c'est presque pas des questions que je me pose, quoi. C'est que j'invite tous ceux qui n'arrivent pas à décrocher de leur ordi, mettez un enfant dans la pièce et ça marchera très bien pour arrêter l'ordi parce que voilà. Je fais un tout petit écart sur ce qu'on se dit parce que ça sera un autre débat qui est même pas tout à fait d'ailleurs lié à ce podcast, ça sera un autre podcast probablement. Oui, la question des enfants, la question de la parentalité est essentielle et très compliquée dans l'entrepreneuriat. Je réfère au travail qui a été fait par le Galion Project sur le Gender Agreement, qui est très très intéressant sur quelle vision du genre et de l'équilibre entre les genres et de la parentalité dans le milieu start-up. Donc c'est très 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 intéressant. Et force est de constater que oui, un enfant est de la priorisation de facto. Sauf que, et là on retombe sur un biais donc, qui est beaucoup plus grand, qui est sociétal ou social, il est communément admis dans la société française par les lois et par les codes qu'une femme va s'occuper de son enfant. Et donc, on pourrait dire aussi que c'est très problématique, et ça l'est, mais en tout cas, c'est ça qui se passe. Et un homme, qui est donc la majorité des entrepreneurs encore, oui, non, sa femme accouche, si t'es pas là et que t'es en levée de fonds et que le lendemain t'es sur le pont, on n'attend rien d'autre que de ça que de toi. Il y en a qui changent. Moi, j'ai vu pas mal d'entrepreneurs qui, justement... un peu contre la culture, viennent défendre l'idée de oui, attends, je suis père aussi et j'ai aussi envie d'emmener mes enfants à l'école, d'aller les chercher et donc de passer ma vie là-dessus. Mais c'est vrai que je te rejoins quand tu dis qu'effectivement ça devient de la priorisation. Ouais, moi j'ai pas mal l'impression que ça change. J'ai pas mal de copains entrepreneurs qui sont pères et qui pour le coup utilisent leur liberté d'entrepreneur aussi pour passer un peu plus de temps avec leurs enfants que ce qu'ils faisaient quand ils étaient salariés, parce que pour le coup je pense que dans le monde du salariat cette vision je pars du bureau à 6h30 parce qu'il faut que je récupère les enfants est très bien acceptée quand on est une femme. Si un homme dit je pars à 6h30 parce qu'il faut que j'aille récupérer mes enfants, tout le monde va regarder, voilà, qu'est-ce qu'il a celui-là, quoi. Donc j'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat il y a pas mal de pères entrepreneurs qui aussi apprécient la liberté de l'entrepreneuriat pour pouvoir sortir de ce schéma un peu qui était peut-être celui plus de la génération d'avant et être des pères un peu plus engagés. Mais bon, c'est peut-être juste dans mon écosystème très proche, quoi. Et puis, il y a alors une phrase d'une banalité sans nom, mais qu'on peut rappeler, elle fait très très mal à entendre pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Quand vous êtes le capitaine de votre propre bateau et que vous êtes donc, comme on le dit un peu à l'ancienne, votre propre patron et que votre boulot vous rend la vie dure et terrible, c'est de votre faute.
on peut tourner le truc dans tous les sens. C'est pas facile. On joue contre beaucoup de forces de l'écosystème et interne, parce que des fois, on se dit des choses un peu contradictoires, exactement comme quand tu te dis « Ah là là, faire que bosser, c'est pas tout à fait ma passion, mais en même temps, j'aimerais bien aller vite parce que j'ai cette idée qui traîne dans la tête. » Donc voilà, en tout cas, on en est tous là. Parlons un petit peu du futur et de ce que tu peux faire à partir de là, parce que l'idée, c'est très important d'arriver à voir qu'il y a quelque chose qui se passe, qui pose question. Est-ce que c'est quelque chose, cet écart, ce tiraillement, que tu essayes de changer, de modifier, de traiter, d'aborder au quotidien? Ou est-ce que là, on en parle un petit peu trop tôt et c'est dans le futur, quoi? Non, effectivement, je te rejoins. Il faut d'abord, première étape, conscientiser le truc. Bon, ça c'est fait. Ça, c'est bon. Voilà, mais je l'ai pas encore, je pense, craqué. Et tu vois, cette conversation, elle me donne envie de faire une chose. Elle me donne envie, là, dans les quelques semaines qui viennent, je retournerai effectivement voir mon équipe. Et on a prévu en juin de faire un séminaire d'équipe. Et je pense que ce tiraillement, il est propre à la fondatrice. Mais encore une fois, il va faire écho à des tiraillements un peu similaires qui se traduisent plutôt en termes de rythme de travail, impact de la boîte et niveau de salaire des gens, qui sont finalement très partagés dans mon équipe. Et en fait, cette discussion, ça me donne envie de le mettre au cœur de ce séminaire d'équipe et qu'on se dise, bah tiens, parlons-en, parce qu'en fait, je pense que c'est pas qu'un tiraillement que j'ai moi, je pense que c'est un tiraillement qu'ils ont les uns et les autres aussi. De se dire, j'ai envie de gagner mieux, mais est-ce que je suis prêt à bosser plus? Est-ce que parce qu'on est tous un peu dans ce même bateau? Et puis moi, c'est un peu la solution que j'ai en fait quand je suis coincée ou quand je sais pas trop comment répondre à un truc, bah je le fais avec mon équipe parce qu'en fait c'est vraiment ultra riche, c'est leur boîte, ils sont vraiment au cœur du machin et j'ai pas d'associé mais je me sens pas du tout seule parce que j'ai vraiment des salariés ultra engagés et donc voilà, c'est assez marrant parce que j'avais pas du tout imaginé cette réponse mais ça me donne envie de faire ça, notre prochain séminaire d'équipe. Et ben alors du coup je te propose de faire quelque chose en direct et on verra si c'est des choses que tu peux tordre, dont tu peux t'inspirer pour ce séminaire d'équipe. Tout changement impose un certain mouvement, tu le sais très bien, parce qu'en fait, votre métier, c'est de faire changer d'une certaine manière des grandes entreprises. Et ce qu'on a coutume de faire dans notre métier, Yaniro, avec toutes les entreprises qu'on accompagne, c'est à un moment donné de commencer par essayer de visualiser un état désiré ou une situation vraiment très bonne, excellente. Donc, est-ce que déjà tu veux faire... Est-ce que ça te va si on tire un petit peu cette pelote pour voir où ça nous emmène? Je veux bien essayer. On va essayer. Si les collaborateurs, collaboratrices de MySesame nous écoutent, ça n'augure en rien de ce qui va se passer pendant le séminaire. C'est juste un petit test là comme ça. Donc là, en ton nom propre, et effectivement, si vous le faites avec les collaborateurs, ça serait une réponse qui serait bien évidemment différente et qui serait collaborative. La situation parfaite, le Graal ou en tout cas le cap vers lequel aller, à quoi ça ressemblerait sur cette fameuse question d'arriver à gérer ce tiraillement, à arriver sur quelque chose qui respecte certains fondamentaux de l'équilibre vie pro vie perso du tien et de tout le monde, mais aussi une certaine forme de vélocité. Alors c'est un peu difficile, mais si tu devais le rêver, à quoi il ressemble? Oui, je ne sais pas si j'arrive à le projeter. Je ne sais pas, je me dis que... il faudrait probablement qu'on arrive à faire quelque chose. Alors, c'est plus le comment que le quoi. Parce que, encore une fois, dans cet état projeté, j'ai du mal à renoncer à l'un et à l'autre. Hein. On va y venir juste après au renoncement. Voilà. Pour moi, ça reste qu'on est du coup une structure qui a beaucoup plus d'assises, donc qui a plus de clients, qui a plus d'impact, qui paye mieux ses collaborateurs, qui va plus vite, avec du coup qui a pu mettre en place les quelques autres idées que j'ai qui sont encore dans les cartons, et en respectant cet équilibre de vie pro pour tous les gens qui y sont. Et c'est peut-être en passant par un espèce de modèle qui n'est pas du tout ce que je sais faire aujourd'hui, de type de modèle de développement, mais un modèle de développement avec des gens qui ne sont pas forcément salariés,
qui vont nous aider à démultiplier, je sais pas comment, notre impact. Voilà, c'est un peu ça que je projette, mais encore une fois, c'est très flou parce que je pense que je suis dans un modèle de développement un peu à l'ancienne où moi, quand je fais grandir la boîte, je gagne un client, je recrute quelqu'un. Enfin, voilà, c'est très conseil en fait. Oui, très proche d'un modèle de conseil. Or, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein d'autres modèles à explorer. Et encore une fois, on a aussi tous des limites. Et moi, je pense que ça fait partie de mes limites d'entrepreneur. Et c'est probablement que si j'avais un associé ou quelqu'un dans l'équipe qui pouvait m'accompagner là-dessus, ce serait très bien. Alors maintenant, je vais pouvoir te poser la question encore plus difficile, histoire de continuer à te taquiner. Dans la réalité des faits, en règle générale, quand on opère un changement, il y a une partie qu'on oublie parce qu'on ne veut pas la voir, c'est la partie du renoncement. En règle générale, passer d'un état stable à un état stable qui est un autre suppose qu'on gagne quelque chose et qu'on laisse quelque chose en chemin. Parce que, et c'est d'ailleurs même l'un des sujets qui est en filigrane de cette discussion, quand on parle d'équilibre de sa vie pro et de sa vie perso, ça remonte à la question de il n'y a que 24 heures dans une journée, le nombre de ressources est limité, donc qu'est-ce qu'on en fait ? Donc je te taquine un petit peu, mais là, spontanément, dans cette discussion, si tu étais obligé de renoncer à quelque chose à Maïsam ou à proposer à vos équipes de renoncer à quelque chose de symbolique ou de très concret, qu'est-ce que ça pourrait être ? Pas qu'est-ce que ça devrait être ? Qu'est-ce que tu vois comme quelque chose qui est peut-être à questionner, à renoncer pour atteindre cet état autre ? En tout cas, moi, je renoncerai pas à voir mes enfants le soir, ça c'est sûr. Ça c'est bien, ça c'est dit. Donc, est-ce que c'est... Mais en fait, souvent, c'est ce que je dis à l'équipe. Peut-être qu'il faut renoncer à certaines activités qu'on fait qui sont pas ni les plus impactantes, ni les plus business-wise malines. Et il faut peut-être qu'on regarde. Et d'ailleurs, on commence à le toucher du doigt parce qu'on a lancé une mesure d'impact avec un cabinet externe pour savoir qu'est-ce qui était transformateur dans ce qu'on faisait ou pas. Et il faut peut-être qu'on arrive à dire ça on fait pas en fait parce que ça prend du temps, ça rapporte pas tant de business, ça rapporte pas tant d'impact. Le vrai sujet qu'on a, et là on revient au sujet de l'ESS, c'est que nous, un truc qui génère de l'impact n'est pas forcément la même chose que ce qui génère du business. Donc, mais je pense qu'il faudrait qu'on renonce à certaines activités. C'est très compliqué pour moi parce qu'en fait, de demander aux gens de renoncer à... et d'ailleurs, on essaie de pas le faire. Typiquement, dans les temps de travail, il y a du temps pour l'équipe pour aller se nourrir, faire des conférences, gagner en intelligence sur ce qui se passe dans le champ de l'impact sociétal, de l'ESS, du social business. On pourrait dire, ça on trash parce que c'est pas directement corrélé au business. Moi, il y a aussi beaucoup de rendez-vous que je fais où je sais pas exactement ce que ça va donner. Franchement, c'est pas des prospects, c'est pas des clients, ça me nourrit. Et je pense que renoncer à ça, c'est aussi un peu con parce que c'est aussi renoncer à un truc qui donne de la richesse et de la substance à la boîte. En même temps, c'est peut-être ça qu'il faut faire, j'en sais rien. Merci beaucoup pour cette réponse. Et puis, je serais très curieux de voir ce que ça aura donné quand vous l'aurez fait à balles réelles, entre guillemets. Pour clôturer sur ce sujet-là, juste dans les petites phrases qui font un petit peu, qui grattent un peu le dos des fois, il faut juste se rappeler, je parle beaucoup plus aux entrepreneurs qui nous écoutent que là, à toi directement, quand on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Il n'y a pas de magie. C'est comme ça que ça marche. Donc, à un moment donné, il faut changer le système. Je t'ai proposé la version la plus complexe, la version du renoncement, du sacrifier une partie. Tu as raison, et c'est un peu là où tu as essayé de me proposer quelque chose d'autre. On peut aussi recalibrer ce qu'on a déjà, dans une logique de Pareto, dans une logique des 80-20, etc. Enfin, toujours est-il qu'à un moment donné, il faut que quelque chose se passe quand on veut avoir quelque chose de différent. Merci beaucoup, Laurence. On va arriver à la fin de cette discussion. Tu connais donc la tradition et puis notre amour pour les héros ordinaires plutôt que pour les super-héros, et donc les Jedi. Et la question que j'aimerais te poser pour donc les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, très liée à la mythologie Jedi de la caverne dans laquelle, en l'occurrence, à l'époque, Luke Skywalker allait sous les conseils de Maître Yoda pour se confronter à ses propres démons, sa propre part d'ombre. Laurence, si je te demande d'aller regarder le temps de cette question, un peu ce qui se passe dans ta caverne de Jedi, qu'est-ce que tu penses que tu y verrais ?
Si je dois regarder un peu ma part d'ombre, je vais te confier qu'il y a un élément qui me semble absolument fondamental pour le développement de ma boîte, le maintien de cet équilibre de vie pro, vie perso et le développement de mes équipes. C'est que je désincarne mon entreprise. Et c'est que MySesame, c'est plus Laurence Grand-Colas. MySesame, c'est MySesame. Ce serait bon pour tous les gens qui y travaillent. Ce serait bon pour mon équipe de vie pro, vie perso. Et puis, c'est bon si jamais un jour on veut la revendre et que je sois pas forcément complètement liée à cette revente. Donc ça, j'en suis convaincue rationnellement. Et ben, si je regarde ma part d'ombre, je pense que même si j'essaye vraiment de le faire, souvent je propose à l'équipe de me remplacer sur des prises de parole, etc. Malgré moi, c'est un exercice que j'adore, que je fais plutôt bien. Et donc, en fait, j'ai beau dire il faut désincarner. En vrai, je désincarne pas complètement. Et je pense que c'est pas que du fait de mes clients, alors que je ronchonne beaucoup sur le fait que c'est de la faute de mes clients. Je pense que j'ai ma vraie part de responsabilité à pas avoir complètement réussi à laisser la place aux autres. Et donc, c'est vraiment un travail sur moi. Et il faut que je commence par conscientiser le truc là aussi et regarder le truc en face. Voilà. C'est ce que j'allais te dire. On le sait, le premier pas, c'est le conscientiser. Donc, merci d'avoir regardé dans cette caverne. Où est-ce qu'on envoie des auditeurs, des auditrices qui ont écouté, qui ont peut-être envie d'engager la conversation avec toi, soit pour te parler de ça, soit pour parler de MySesame ou peut-être bénéficier de vos services? Alors, toutes les infos, mon contact et les contacts de toute l'équipe pendant que je suis en train de donner la vie à un petit bébé sur my-sesame.fr. Il y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yaniro en allant sur le site www.yaniro.co. Merci beaucoup et à dans 2 semaines, lundi, pour le prochain épisode.